Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Duno, Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé, de Laurence Luyet-Tanné, lu par Frédéric Fournier. Au début de tout, il y a un rêve, il y a un désir. Je voudrais vous poser une question. Si nous cessions tous de claquer la porte au nez de notre vie, qu'arriverait-il ? Et si vous cessiez, vous, de claquer la porte au nez de votre vie ? Je n'ai pas eu envie de faire un livre de plus, mais de vous transmettre toutes les clés pour que vous ne passiez pas à côté de votre vie. J'ai passé trop de temps à côté de la mienne. Alors aujourd'hui, je réponds à ma vocation, celle de vous accompagner dans la réussite de votre vie. Je n'ai rien inventé. J'ai écrit ce livre à partir de mon expérience et de ce que je sais. Au départ, c'est le yoga et le monde de la spiritualité qui m'animaient. Puis, j'ai plongé dans ma formation de psychologie et étudié la psychopathologie. J'ai mis de côté certains aspects qui m'étaient chers. Personne ne me le demandait, mais ma manière d'appréhender les choses à l'époque était un peu tranchée, et surtout j'avais à cœur d'obéir à certaines de mes croyances. Elles entraient en contradiction avec ce que j'étais, avec ce à quoi j'aspirais, mais pour être comme il faut, je m'obstinais à suivre une voie scientifique. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive à une certaine forme d'épuisement qui m'a fait envisager de tout abandonner professionnellement. J'ai rencontré des blocages dans ma vie professionnelle et j'ai aussi eu des moments où ce que je souhaitais au plus profond de moi s'est réalisé. Pourquoi cela fonctionnait à certains moments et pas à d'autres ? Je me suis interrogé sur la question plus avant car je voulais savoir ce qui était reproductible ou non et comment. Je me suis donc penché sur ces dynamiques qui sont celles de la réussite et de la motivation. C'est devenu une véritable passion en termes de recherche sur le plan du fonctionnement mental et énergétique et de l'impact dans notre vie. Grâce à des programmes que j'ai suivis aux États-Unis et au Canada, j'ai pu avancer dans mon questionnement. J'ai appris à réajuster certains points de vue pour aller dans le sens de ce à quoi j'aspirais vraiment. J'ai appris à appliquer correctement ce que je savais déjà. J'ai réajusté mon rapport au monde de la spiritualité pour lui donner la place qu'elle a toujours eue dans ma vie. Le changement a été rapide à partir de là, et je me suis senti en accord avec moi. Pour vous aussi, ce changement peut être rapide si vous cessez de claquer la porte au nez de votre vie. Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. John Newman. John Henry Newman est un philosophe, romancier, théologien anglais du XIXe siècle. La citation est tirée de son roman « La perte et le gain » de 1848. D'aucuns diront que la vie est courte. Elle est surtout incertaine. En toute logique, notre vie semble commencer à notre naissance. Mais est-ce si sûr ? Qu'est-ce qui nous rend vivants ? Nous sommes tous des traders. Toute la question est de savoir contre quoi nous échangeons nos vies. La réussite et le succès, qu'évoquent ces mots pour vous ? Pour certains de ce côté-ci de l'Atlantique, réussir et avoir du succès est assez mal vu. Et pourtant, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les émissions de télé-réalité ont autant de succès ? Elles offrent du rêve à leurs candidats et elles offrent du rêve aux téléspectateurs. Et ce rêve est fondé sur quelque chose que nous avons tous, un désir de réussir, le désir d'être heureux. Non seulement nous l'avons tous, mais il est le fondement de toute vie. N'avez-vous pas rêvé un jour qu'une fée d'un coup de baguette magique transforme votre vie et que vous ayez la vie dont vous rêvez ? Savez-vous que les études en psychologie positive montrent que le facteur rêve, dans le sens d'avoir des rêves qui sont notre moteur, est une des composantes essentielles du bonheur.
Est-ce qu'il n'y a pas des domaines de votre vie que vous voudriez transformer pour qu'ils soient conformes à vos rêves, à vos désirs les plus profonds, mais vous ne savez pas comment faire? Avez-vous l'impression que votre vie est remplie d'insatisfaction, de rêves qui ne se réalisent pas? Vous aspirez à une vie meilleure, plus épanouie et épanouissante, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Chacun de nous peut voir ses rêves se réaliser. Chacun de nous peut obtenir une vie meilleure, et ce, dans tous les domaines. Apprendre à regarder dans la bonne direction, sortir de sa zone de confort, sentir enthousiasme et dynamisme dans sa vie, avoir une vie où chaque domaine s'équilibre. C'est possible. C'est parce que pendant longtemps je n'ai pas cru à mes rêves, parce que je regardais dans la direction opposée et que l'insatisfaction allait grandissante, qu'aujourd'hui j'écris ce livre, une sorte de manuel du savoir-vivre. J'ai appris à utiliser mon potentiel. J'ai appris à penser correctement. J'ai appris à danser avec l'univers. Et ma vie a changé. Elle a changé rapidement. Non seulement ma vie a changé, mais aussi celle des personnes que j'accompagne. Alors pourquoi pas la vôtre ? J'imagine déjà que pour certains cela va sembler insurmontable, trop compliqué. Rassurez-vous, il n'y a rien de difficile. Il vous faut juste comprendre certaines choses et repositionner votre manière de voir et de penser. Beaucoup de personnes sont dans la vie, mais elles ne sont pas vivantes. J'ai fait partie de ces personnes qui vivaient leur vie par défaut. J'ai travaillé pour un centre de soins aux toxicomanes. J'ai accompagné des clients qui, à un moment donné de leur vie, ont connu l'enfer de la drogue. Nous avons énormément travaillé autour du moment où ils ont basculé sur ce qu'ils compensaient, ce qu'ils recherchaient. J'ai toujours compris et ressenti ce qui se passait en eux au fond de moi parce que je l'ai vécu à un certain niveau. Je n'ai jamais fait usage de stupéfiants, même pas fumé un joint. Je n'en avais pas besoin parce que pendant des années, je n'étais pas là. Je planais, comme on dit. Cela a commencé tout jeune. J'avais la capacité à me barrer de mon corps. Et ce qui peut paraître étrange, c'est qu'en même temps, j'étais extrêmement incarné et que cela, je le devais à la pratique du sport que je faisais. Le mouvement, le sport, m'était vital. Je compris plus tard que c'était mon amarre à la terre. J'avais trouvé un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. C'était comme s'il y avait deux parties en moi, une qui était là et une autre pas là. Dans cet absentéisme de mon corps, je vivais très bien ma grande sensibilité et mon côté médiumnique qui me furent d'une aide précieuse. En revanche, le côté moins plaisant était cette vie par défaut, qui me faisait également me connecter sur des champs beaucoup moins agréables, que l'on apparenterait en psychologie jungienne à des parties de l'inconscient collectif. Et cela, je n'en avais pas conscience, car je le ramenais dans la matière sur le mode émotionnel. J'ai appris les lois spirituelles dans ma pratique de yoga pendant des années, sans pour autant les mettre en application vraiment, car comme la plupart d'entre nous, je vivais toujours dans la séparation de la matière et du spirituel. Je me suis réveillé, en quelque sorte, lorsque j'ai reconnecté la matière et le spirituel, c'est-à-dire lorsque j'ai intégré concrètement dans ma vie les lois spirituelles. Quand ce qui peut paraître paradoxal, je me suis incarné. Non seulement je me suis réveillé, mais c'est devenu une passion que j'approfondis et que je transmets, en particulier dans le domaine professionnel. On parle de plus en plus du lien corps-esprit, notamment au niveau de la santé, mais on reste encore dans la séparation du matériel et du spirituel. Dans ce livre, c'est du spirituel dont je vais vous parler. Le spirituel n'est pas la religion. Ce n'est pas une force extérieure à vous, ça n'est pas un grand bonhomme barbu assis sur un nuage, ça n'est pas un concept ésotérique. Le domaine spirituel commence avec les lois de l'esprit. Le spirituel est en vous,
il n'est pas hors de vous. Il n'a pas besoin de la religion, il est le fondement de la réussite et du changement. Le spirituel est le fondement du bonheur. Le spirituel est le fondement de la matière. Ce livre est comme un scan qui vous permet de vous relier à vos rêves, à vos aspirations les plus profondes, qui zoome sur les fenêtres à ouvrir en vous pour aller vers les changements que vous désirez. Des exercices accompagnent certains chapitres pour vous permettre de poser les fondations de votre chemin vers le bonheur et la réussite de votre vie. Où est passé votre rêve ? Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Extrait du discours de Martin Luther King, le 18 août 1963. Je suis certaine qu'un jour vous avez eu un rêve. Où est-il ? Qu'en est-il advenu ? L'avez-vous réalisé ? Sûrement pas si vous avez ce livre entre les mains. En fait, vous vous êtes éloigné de votre âme, de votre source, de votre être, de votre mission. Appelez cela comme vous voulez, mais je dirais que vous vous êtes perdu en cours de route. Comme dans le conte du Petit Poucet, cette première partie va vous permettre de retrouver les clés du chemin vers votre âme. Mais au fait, qu'est-ce qu'un rêve ? Quand on pose cette question, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le rêve que l'on fait la nuit. Et tout le monde le sait, il n'a pas d'existence intrinsèque. On pourrait dire qu'il n'est intéressant qu'en séance d'analyse. Cependant, ce rêve nocturne, même sous forme symbolique, est un des chemins qui vous mènent à l'intérieur de vous. Il révèle des zones que vous ne connaissez pas. On a tendance à le laisser de côté alors qu'il est le lien entre votre conscient et votre inconscient. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'analyser vos rêves ou de les noter. Ce que je veux, c'est que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le rêve, quelle que soit sa forme, est une part de vous et une clé vers qui vous êtes. Le rêve est la porte de votre âme, l'accès direct à qui vous êtes. Ce que je veux dire, c'est qu'au même titre qu'une grande majorité de personnes laissent dormir leurs rêves nocturnes, une aussi grande partie laisse s'évaporer ses rêves diurnes sans les exploiter. C'est comme une petite voix à l'intérieur qui dit « Oh, ce n'est qu'un rêve » ou encore « Les rêves, ça ne se réalise pas » ou bien « Qui es-tu pour rêver à ça ? Ce n'est pas pour toi » Et voilà, vous refermez la porte du rêve. Seulement, parfois, ce rêve vous poursuit et vous continuez à ne pas y croire parce que ça n'est qu'un rêve. De toute façon, un rêve comme le vôtre, il n'y a que les autres qui peuvent le voir se réaliser parce que pour eux, c'est bien la réalité et non un rêve. Si vous pensez ça, non seulement vous refermez la porte de votre rêve, mais vous claquez la porte au nez de votre vie. Une précision importante. À certains moments, j'ai utilisé dans ce texte des mots comme Dieu ou âme. Je les ai choisis par commodité et comme référence à des concepts, et non en relation avec une quelconque religion. Les concepts auxquels je me réfère tout au long des pages s'adressent à chacun, en dehors d'une pratique religieuse ou non. Aussi sentez-vous libre d'y appliquer le mot qui vous parle en fonction de votre propre ressenti. La réalité vient du rêve. Quelqu'un qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves est un sage. Christiane Singer, La mort viennoise. Chacun de nous a autour de lui des objets aussi usuels que des chaises, des tables. Eh bien, savez-vous qu'avant d'arriver dans votre séjour, ces meubles ont été rêvés ? Il y a eu des personnes qui ont eu l'idée, à l'intérieur de leur tête. Ils ont eu des images, et ces images, ils les ont dessinées. La chaise, la table, le vase, la robe, les chaussures, la voiture, tout ce que vous possédez est passé du rêve de son créateur à un dessin sur papier ou ordinateur, à partir duquel il a pu être réalisé.
Depuis la nuit des temps, tout ce qui nous entoure a été pensé. En d'autres termes, rien ne peut exister s'il n'a pas été rêvé, et que ce soit le secteur de l'automobile, le secteur de la mode, le secteur du bâtiment, la technologie high-tech, l'industrie cinématographique, l'industrie pharmaceutique, un roman, tout est parti d'une idée. Les idées infiltrent les rêves. Les rêves se nourrissent des idées. Les rêves et les pensées sont des jumeaux. Si le processus de création part d'un rêve, pourquoi votre vie ferait-elle exception ? Je vais même oser vous proposer d'aller plus loin en ce qui concerne la création. Et je vous invite à embarquer dans la grande question de la création de l'univers. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, l'être humain, à son image. Mais avant l'homme, Dieu a créé le monde. Pour les personnes que le terme de Dieu dérange, vous pouvez le remplacer par univers ou énergie créatrice, mais ce que j'aimerais, c'est que vous réfléchissiez à cela. Si tout ce qui nous entoure a été créé avant nous, et si nous avons été créés à l'image de Dieu, cela ne veut-il pas dire que nous aussi disposons de ce fabuleux pouvoir de création, que nous aussi avons la possibilité de créer un univers à notre image ? Je vous l'accorde, c'est vertigineux. Cependant, c'est bien de ça dont il s'agit. Votre premier outil est donc votre imagination. Je vous propose de méditer ce texte de Marianne Williamson, célèbre écrivain américaine qui a inspiré Nelson Mandela. Il est tiré de son livre « Le retour à l'amour ». Notre plus grande peur n'est pas que nous ne soyons pas parfaits. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de ce qui est mesurable. C'est notre lumière, pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, merveilleux, talentueux, fabuleux ?» En fait, qui sommes-nous pour ne pas l'être ? Jouer petit ne sert pas le monde. Se rétrécir devant les autres pour qu'ils ne se sentent pas en insécurité ne fait pas preuve d'une attitude éclairée. Nous sommes tous voués à briller comme le sont les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. C'est le sort de tout un chacun. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons, sans en être conscients, la possibilité aux autres de faire la même chose. Quand nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Prenons maintenant un parallèle pour que vous puissiez appréhender la puissance et l'importance de votre imagination. Nous sommes à l'ère d'Internet. La majeure partie d'entre nous utilise son ordinateur, sa tablette. Mais au-delà de ce matériel, il y a votre fournisseur d'accès, et encore au-delà, tout le réseau Internet qui permet, grâce à d'énormes plateformes et à des relais, que nous puissions communiquer virtuellement dans le monde. C'est-à-dire que grâce au virtuel, à quelque chose d'intangible, nous obtenons des résultats concrets. Une quantité infinie de possibilités de communication se développe chaque jour grâce à Internet. C'est la même chose au niveau de notre imagination. Notre ordinateur central, c'est notre cerveau, relié au système nerveux, pour la partie matérielle, via des plateformes que l'on va appeler connexions neuronales. Cet ensemble forme un système électrique tangible et mesurable, électroencéphalogramme, électrocardiogramme. Notre imagination est une faculté de notre système mental à envoyer et récupérer des informations. C'est comme si notre cerveau était connecté sur un certain mode pour envoyer une forme de cryptage et récupérer des informations d'un ordre subtil, virtuel, et les transmettre sur un mode tangible. Nous devons décrypter ces informations qui nous viennent sous forme d'idées, d'intuitions, d'images, et les utiliser. Notre mental est un ensemble de facultés dont l'imagination, l'intuition, la volonté font partie. Nous devons donc apprendre à utiliser ces facultés correctement. Tout est énergie, tout est vibration. Le meilleur et le pire ne sont que le recto et le verso du même.
Christiane Singer, seul ce qui brûle. En tant qu'être humain, votre forme physique est une densification de l'énergie. Mais il n'y a pas que l'aspect physique. Il y a le mental, les émotions et le domaine spirituel, et tout cela répond également à des lois énergétiques, en termes notamment de fréquence. Nous sommes de l'énergie et nous vivons dans un bain d'énergie, l'univers. L'énergie a ceci de particulier, c'est qu'elle est vivante, elle bouge, elle vibre à certaines fréquences. En ce qui concerne la matière, celle-ci est composée d'atomes qui, selon leur organisation, donnera une forme spécifique et possédera sa propre fréquence vibratoire. Ainsi, sur un plan atomique, il n'y a pas de différence entre vous et une table, entre vous et ce livre. L'énergie au départ est la même, mais les atomes sont organisés différemment, ce qui fait que vous ne ressemblez pas à une table, pas plus qu'à ce livre. La matière est de l'énergie densifiée. Tout est énergie, et cette énergie vibre du plus subtil au plus dense, la matière. Au milieu de ce monde énergétique, il y a aussi une différence, c'est que vous êtes de la matière pensante. Votre mental et vos émotions font la différence, et c'est eux qui sont les piliers en ce qui concerne le résultat que vous voulez obtenir. Comme pour un poste de radio, vous allez capter des stations différentes en fonction de la longueur d'onde sur laquelle vous vous connectez, il va en être de même avec vos pensées et vos émotions. Pensées, émotions et sentiments sont également de l'énergie, plus subtile que celle de votre corps, palpable en termes de ressenti pour le côté le plus matériel, mais possédant aussi un aspect plus subtil. En termes de pensée et d'émotion, on peut dire qu'il y a les basses et les hautes fréquences. Dit autrement, on va parler de pensée et d'émotions positives ou négatives. Si vous êtes plutôt pessimiste, vous avez branché vos fréquences mentales sur une station basse fréquence. Si c'est plutôt l'optimisme qui domine votre manière d'agir, vous êtes plutôt connecté sur la haute fréquence. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est un véritable chaos intérieur et il est difficile de s'y retrouver. Les personnes qui sont plutôt connectées sur les basses fréquences, peur, doute, colère, ont bien du mal à se connecter sur les hautes fréquences. Cependant, c'est possible, rien n'est figé, et ce, quelle que soit votre histoire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez faire ce que j'appelle de la pensée positive à outrance. Ce que je vous invite à faire, c'est à cultiver un champ de pensée et d'émotion qui soit connecté sur les hautes fréquences. Vous pouvez apprendre à le faire, et ce livre va vous y aider. Pour être plus juste, il me semble mieux de dire qu'il s'agit de cultiver une attitude mentale positive ou de cultiver une attitude mentale négative. Cultiver une attitude mentale négative, c'est lorsque le doute, les peurs prédominent et donnent la direction dans votre manière d'agir. Lorsque vous naviguez dans cet espace, vous êtes ce que j'appelle en restriction de vie. En général, on envisage les solutions à partir de nos difficultés, donc d'un espace restreint et qui appartient déjà au passé. Lorsque vous cultivez une attitude mentale positive, cela ne vous évite pas de rencontrer des difficultés dans votre vie, mais votre état d'esprit est empreint de beaucoup plus de confiance. Vous êtes alors dans un état d'ouverture où les solutions peuvent advenir. Vous laissez l'espace du futur et du changement prendre place dans votre vie. Votre espace est celui du présent à partir duquel vous pouvez tout transformer. Actuellement, les neurosciences mettent en avant l'impact de notre manière de penser sur la qualité de notre vie. Mais cette connaissance existe depuis des millénaires. Dans les sciences traditionnelles comme le yoga, le tai chi, le qigong, une des premières choses que j'avais retenues durant ma formation de professeur de yoga, c'est que là où va la pensée, va l'énergie. Si je fus interpellé,
Il m'a fallu un certain nombre d'années avant de comprendre ce que cela voulait dire. Je l'ai appris à mes dépens, mais j'ai pu inverser la vapeur, justement en comprenant ce processus de l'énergie au cœur des pensées et des émotions, et bien sûr, en travaillant dans ce sens. Aujourd'hui, c'est ce qui est au cœur de mon travail. Lorsqu'on parle de l'énergie des pensées et des émotions, on parle de leur vibration, car chacune d'elles correspond à une vibration particulière. Ce qui s'attire sous forme de questions-réponses, ce sont les vibrations. Tout se passe au niveau vibratoire, mais nous en percevons la manifestation sur le plan matériel. On peut parler de plan de conscience que l'on peut changer en changeant notre regard sur la vie, et cela passe par nos pensées et nos émotions. Inversement, modifiez vos pensées et vos émotions, et votre regard sur la vie changera. Lorsque nous sommes connectés sur le négatif, la plupart des expériences que nous aurons seront sur le mode négatif. Si nous avons la capacité à nous connecter sur du positif, à nous ouvrir, nos expériences se feront sur le mode positif et ce qui est négatif aura moins d'impact. Tout dépend de la valeur que nous donnons aux expériences et de notre vision des choses. Cela, je m'en rendis compte tôt, à 22 ans. Marié très jeune, je divorçai quelques mois plus tard. Je parlais avec une commerçante que je connaissais et qui était au courant de mon divorce. Elle me dit « On peut dire que vous démarrez bien mal dans la vie ». Ce à quoi je répondis « Pourquoi ? Je l'ai choisi et c'est une sacrée liberté ». Je la vis interloquée et elle resta sans voix. Je compris à ce moment que chacun voyait la vie selon son point de vue et qu'on avait le choix de sa vie selon ce que l'on voulait. Non seulement tout est énergie, mais vous pouvez inverser la vapeur. Pourquoi ? Parce qu'au départ, l'énergie est une et elle contient les deux polarités auxquelles nous donnons les valeurs de positif et négatif. Par conséquent, nous pouvons passer d'un pôle à l'autre. Rien n'est figé et vous pouvez modifier vos schémas de pensée et d'action. Ces schémas s'appellent des paradigmes et vous pouvez changer de paradigme comme nous allons le voir plus loin. Pensée positive et pensée négative. Peut-être connaissez-vous autour de vous des personnes qui vous disent qu'elles pratiquent la pensée positive. Face à de telles personnes, vous vous sentez sûrement coupable d'avoir des pensées négatives, car parfois, à entendre le discours, si vous en êtes encore là, c'est que votre évolution spirituelle n'est pas très avancée. Les conseils sont simples, il suffit de voir le côté positif dans tout ce qui se présente et de penser positif. Malheureusement, vous n'en êtes pas encore là, et heureusement pour vous. Il s'agit d'un refus de la réalité de voir la vie de cette manière. En fait, il s'agit d'un refus des états d'âme qui se présentent et qui sont parfaitement normaux. Il est tout à fait normal que face à certaines situations, vous éprouviez de la colère, de la peur, que vous ayez des doutes. Non seulement c'est normal, mais c'est également le signe que vous êtes équilibré. En revanche, certaines personnes ont plus une tendance à être ce que l'on appelle pessimiste ou optimiste. Cela ne veut pas dire qu'un optimiste ne rencontrera jamais de difficultés dans la vie ou n'éprouvera jamais de doute. C'est dans notre capacité à réagir à un événement que la différence se fait. Si la tendance est plutôt positive, on n'aura plus de ressources intérieures que si elle est négative. Ce filtre qui vous amène à envisager la vie soit du côté du verre à moitié plein, positif, ou à moitié vide, négatif, s'enracine dans votre histoire, c'est-à-dire votre passé, les événements que vous avez vécus, la manière dont vous avez pu y faire face, vos émotions, vos pensées. À cela s'ajoute souvent l'environnement dans lequel nous avons grandi. Si nous avons eu un proche qui, face à un événement difficile, a fait face d'une façon constructive, il est fort probable qu'il nous serve de modèle. Rien n'est rédhibitoire, et des événements difficiles ne vous maintiennent pas dans une attitude négative ou ne vous empêchent pas de progresser. Bien sûr, tout cela s'est fait sur un mode inconscient
mais retenez bien ceci. Même si vous avez une tendance négative, vous pouvez changer. L'environnement, votre histoire, ne vous déterminent pas. Vous avez nécessairement eu autour de vous des modèles positifs. Ne confondez pas positif et constructif. Développer une attitude mentale constructive. Voir la vie en termes de positif et de négatif revient à entretenir une vision binaire qui ne laisse pas beaucoup de place aux nuances. En fait, aucun événement n'est positif ou négatif en lui-même. Il est, un point c'est tout. C'est nous qui lui donnons une coloration par nos émotions, nos ressentis, nos jugements. Deux personnes face au même événement vont réagir de façon différente. Parfois, certaines peuvent être anéanties face à quelque chose qui va nous sembler tout à fait surmontable. D'autres vont trouver des ressources face à un événement extrêmement douloureux. C'est pourquoi le terme d'attitude mentale constructive me semble beaucoup plus approprié que celui de positif. Avoir une attitude mentale positive pourrait laisser penser que l'on va nier ce qui découle de l'événement, à savoir la souffrance, les angoisses, tout ce que l'on peut qualifier de négatif. Agir ainsi peut même entraîner des conséquences graves par la suite. La première chose est d'accepter ce qui est là. Face à tout événement, tout être humain éprouve des émotions, des sentiments, et cela de manière spontanée et irréfléchie. C'est une réponse neurophysiologique. Cependant, cette réponse peut parfois être démesurée, inadaptée à la situation, avoir tendance à se produire toujours sur le même mode. Vous êtes dans un paradigme, un schéma de fonctionnement. Accepter ce qui est là, et surtout le côté dérangeant qu'il génère en nous, est une étape incontournable. C'est à mon avis le point de départ pour un changement. Vous ne pouvez changer quelque chose que parce que vous le constatez. Accepter ne veut pas dire non plus se résigner et s'y installer pour toute sa vie. C'est là votre deuxième clé pour pouvoir changer vos schémas mentaux. Le premier exemple qui me vient à l'esprit est celui de l'addiction. Il n'y a pas de changement possible tant qu'il n'y a pas acceptation des faits. C'est le point de départ au processus de changement. C'est la même chose pour tout. Tant que vous n'acceptez pas ce qui est là, même si c'est douloureux, le processus de changement sera difficile, voire impossible. Une fois ce constat effectué, vous pourrez mettre en place une attitude différente qui vous permettra d'avancer dans Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.